Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La mobilisation des éleveurs s'amplifie et pourrait s'étendre à toute la France. Aujourd'hui, les éleveurs normands ont maintenu la pression sur le gouvernement, bloquant plusieurs axes routiers. Ils exigent la venue de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, pour résoudre rapidement leurs problèmes de trésorerie. On en parle dans ce journal avec Corinne Ferré, sénatrice PS du Calvados. Le paquet de cigarettes neutres, nouvelle arme de l'exécutif pour lutter contre le tabagisme. Le Sénat doit être examiné mercredi. Cette mesure décriée par les buralistes et l'industrie du tabac, alors qu'elle semble avoir fait ses preuves dans d'autres pays comme l'Australie. Décryptage dans un instant. Dernière ligne droite pour le projet de loi Rebsamen sur le dialogue social. Le texte est examiné en ce moment même en deuxième lecture par les sénateurs. La majorité sénatoriale souhaite à nouveau supprimer les commissions paritaires régionales dans les TPE. La colère et la mobilisation des éleveurs ne faiblissent pas. Toute la journée, ils ont bloqué les accès au périphérique de Caen, exigeant une visite du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Parmi leurs revendications, une meilleure rémunération de la part des grandes surfaces, alors que François Hollande veut inciter à consommer de la viande française. Nathalie Guilloire. Des tracteurs qui bloquent les routes, des centaines d'automobilistes paralysés sur le périphérique. À Caen, les agriculteurs viennent exprimer leur colère et ils ont décidé de ne rien lâcher. Ils ne sont pas payés à leur juste valeur, tout simplement. Et c'est le seul moyen qu'on ait de se faire entendre. Ils sont plus de 20 000 à être au bord du dépôt de bilan. Ils multiplient donc leurs actions pour dénoncer les prix auxquels la grande distribution achète leur production. Car les grandes enseignes représentent 80% des achats de viande en France. Face à cette situation, un accord a été signé le mois dernier. Un accord qui a réuni tous les acteurs de la filière et qui revalorise le prix de la viande de 5 centimes par semaine. Mais depuis, aucun résultat concret. Alors où passe cet argent ? La grande distribution assure aujourd'hui avoir tenu ses engagements. Nous avons accepté d'augmenter les prix d'achat de manière importante. La seule chose, c'est que visiblement cet argent ne va pas dans la poche des éleveurs. Les agriculteurs, eux, en appellent au gouvernement, mais le ministre l'a répété la semaine dernière, l'État ne peut pas tout faire. Le ministre peut agir, mais sur les négociations commerciales, il n'y a pas de moyen juridique pour un ministre de venir dire à des acteurs dans des négociations commerciales ce qu'il peut leur demander de faire, que chacun assume la part de responsabilité qui est la sienne. La grande distribution, la transformation. Pour trancher sur ces questions, le rapport très attendu du médiateur sur les prix des productions agricoles qui sera rendu mercredi. Le ministre de l'Agriculture n'a pas voulu se rendre à Caen aujourd'hui, mais il souhaite recevoir les agriculteurs jeudi à Paris après l'examen de ce rapport. Une invitation qui n'a pas calmé les esprits. Les éleveurs ont rejeté cette proposition. Ils ont pour l'instant l'intention de poursuivre leur mouvement. Corinne Ferré nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, sénatrice Bonsoir. Socialiste du Calvados. Merci d'être avec nous. Vous étiez à Caen il y a encore quelques heures. Quelle était la mobilisation? Quelle était l'ampleur de la mobilisation? Et avez-vous pu dialoguer avec les éleveurs cet après-midi? Bien, on a pu constater effectivement que les éleveurs sont particulièrement mobilisés autour de Caen, dans l'ensemble du Calvados, que ce soit à Lisieux, Verviers, voire même jusqu'au Mont-Saint-Michel en fin d'après-midi. La mobilisation est forte. Il est vrai que leur situation est extrêmement difficile, extrêmement, je dirais, pénible pour beaucoup d'entre eux. Grosses difficultés sociales, difficultés financières, difficultés de trésorerie sont réelles, sont là. Donc on peut comprendre qu'effectivement, bon nombre d'entre eux soient exaspérés, voire impatients aussi pour que l'on puisse apporter des réponses à une situation qui est extrêmement complexe, comme votre reportage a pu le montrer au travers des paroles du ministre. Oui, justement, le ministre, est-ce qu'il aurait dû se rendre sur place à la rencontre des éleveurs dans le Calvados qui souhaitent le rencontrer, qui ont exigé bien sa venue en préfecture pour aborder très vite cette question de trésorerie? Écoutez, comme cela a été rappelé, non seulement le ministre, mais le gouvernement et le président de la République lui-même se tiennent très régulièrement informés de la situation, travaillent à l'élaboration de solutions pérennes, de solutions qui peuvent apporter dans la durée une situation meilleure pour tous ces éleveurs, mais aussi il y a aussi la problématique des producteurs de lait. Sur la filière porcine, les choses sont un peu différentes, mais on voit que l'ensemble du secteur agricole est confronté à ces difficultés. Donc il n'aurait pas dû se rendre sur place, il les recevra jeudi, c'est la meilleure solution? Bien, le ministre Le Foll leur a fait la proposition effectivement de les rencontrer. Toutes celles et ceux qui souhaitent participer à cette délégation seront accueillis au ministère.
parlementaires pour évoquer ensemble sereinement des solutions, des possibilités d'améliorer la situation de beaucoup d'entre eux. Au-delà du rapport qui va être présenté, comme ça a été indiqué mercredi, il y a déjà, je dirais, des propositions qui pourront être formulées. Ce n'est jamais dans l'urgence que l'on peut apporter des situations pérennes et durables. Il y a eu des réponses urgentes, dans la mesure où il y a eu des apports financiers pour retarder le versement de cotisations sociales, pour aider à la trésorerie bon nombre d'agriculteurs en très grande difficulté. Pour cela, eh bien, le ministère a dégagé 23 millions d'euros pour pouvoir les aider à court terme et éviter qu'ils ne soient. Il y a effectivement cette question d'apporter des mesures à court terme, mais à plus long terme, est-ce que le gouvernement peut faire plier la grande distribution et les entreprises de transformation qui sont aujourd'hui pointées du doigt justement par les éleveurs? Il faut que tous à nouveau se mettent autour d'une table. Il y a déjà eu cette rencontre du 17 juin notamment. Et la semaine dernière encore ici au Sénat. La semaine dernière dans le cadre du comité de suivi en particulier. Des engagements ont été pris, mais on voit bien que c'est l'ensemble de la filière qui doit travailler ensemble, on va dire, à partir du producteur, des éleveurs, mais aussi des transformateurs, de la grande distribution, et puis les consommateurs. Nous avons aussi, en tant que citoyens, je dirais, cette petite part de responsabilité que de pouvoir soutenir aussi nos agriculteurs en consommant français, en achetant français. Bien sûr, ça ne résoudra pas toutes les difficultés et je veux ici, je dirais, m'associer aux propos du ministre et du gouvernement de solidarité envers celles et ceux qui sont dans les plus grandes soucis, les plus grandes difficultés. Ils sont trop nombreux encore. Je les ai rencontrés il y a quelques jours maintenant à l'invitation de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Je suis allée sur le terrain, écouter leurs problématiques, mais écouter aussi et entendre leurs demandes à l'échelle d'une région, d'un département. Mais on voit bien aussi que d'autres territoires sont aussi concernés. Corinne Ferré, merci d'avoir été en plateau avec nous. Merci à vous. À 5 mois de la conférence internationale sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, reçoit aujourd'hui et demain les représentants de 45 pays pour donner un coup d'accélérateur à des négociations qui tardent à entrer dans le vif du sujet, comme nous l'explique Faustine Saint-Geniès. Il veut montrer qu'il est l'homme de la situation, le chef d'orchestre de la COP21, la conférence Paris Climat 2015 qui aura lieu en décembre prochain. Le chef de la diplomatie, Laurent Fabius, préside une réunion informelle à Paris des représentants de 45 pays. Objectif, donner un sérieux coup d'accélérateur aux négociations sur le climat et éviter à tout prix un accord de dernière minute et un échec, comme à Copenhague en 2009. On ne va pas trouver l'accord dont nous avons besoin sur un coin de table et au dernier moment. Et donc, le succès dont le monde a besoin ne peut pas s'obtenir de façon improvisée le 11 décembre. Car la France veut un accord ambitieux sur le climat. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse du réchauffement climatique à 2 degrés. Difficile pourtant de mettre d'accord 195 États. Les négociations sont souvent laborieuses. Pour les représentants de la COP21, c'est désormais une question de volonté politique. Il est dans notre intérêt commun d'identifier ce qu'il est politiquement possible de faire pour atteindre un accord équilibré. Par ailleurs, il est temps aussi de nous focaliser sur nos intérêts respectifs et pas sur nos positions respectives. Principal point de friction, l'effort demandé aux pays en développement, parmi lesquels l'Inde. Ceux-ci ne souhaitent pas se voir imposer des restrictions qui risquent, selon eux, de freiner leur essor économique. Ces négociations doivent se poursuivre jusqu'à demain. Une nouvelle réunion informelle est prévue le 6 septembre à Paris. Et une semaine après la publication du rapport sénatorial de la commission d'enquête sur le coût économique de la pollution de l'air, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, fera une conférence de presse mercredi pour annoncer ces mesures qu'elle avait dit très fermes de moyens de lutter contre la pollution. Le paquet de cigarettes neutres est-il un moyen efficace de lutter contre le tabagisme? Les buralistes ont multiplié aujourd'hui les actions au coup de poing contre cette mesure, alors que la ministre de la Santé réunissait les représentants de 10 pays pour promouvoir les paquets sans logo. Le Sénat examinera ce dispositif mercredi en commission. Jérôme Bonnard. L'ambition commune que nous partageons à l'échelle internationale, c'est un monde sans tabac.
Et pour y arriver, les 10 pays réunis aujourd'hui à Paris misent tous sur leur arme commune, le fameux paquet neutre. Il s'agit avant tout de viser les jeunes. C'est la priorité absolue parce que les jeunes sont sensibles au marketing, au logo, aux marques, parce que les jeunes sont sensibles à l'apparence d'un paquet de cigarettes comme ils sont sensibles à un objet de mode, d'un vêtement de sport par exemple. Selon l'OMS, la cigarette devrait tuer 8 millions de personnes par an dans le monde en 2030. Près de 80 000 en France actuellement. L'Australie, invitée à la conférence, est le premier pays à avoir instauré le paquet neutre en 2012. À ce jour, l'efficacité chez les jeunes n'est cependant pas chiffrée. C'est toujours un travail en cours. Je ne suis pas en mesure de donner des chiffres à ce stade. Cependant, il faut savoir que la prévalence du tabagisme en Australie n'a jamais été aussi basse. Il faut dire que dans cette partie du monde, le paquet coûte 14 €. Le paquet neutre, lui, devrait apparaître en France en mai 2016. La majorité des buralistes sont opposés à la mesure. Certains sont néanmoins dubitatifs. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose au niveau de la consommation des gens. Au début, ils seront un peu réticents, sûrement, comme les premières images, puis après on n'y fait plus attention. La commission des affaires sociales du Sénat examinera à son tour le texte mercredi. Près de 4500 buralistes ont prévu de se mobiliser ce jour-là. Et notre invité ce soir, Claude Le Pen. Bonsoir, vous êtes économiste de la santé, professeur à Dauphine. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez que le paquet neutre peut-il être efficace dans la lutte contre le tabagisme ? Le paquet neutre en soi, non. Inséré dans une stratégie globale, oui. Je pense que c'est ça un petit peu le... D'ailleurs, ce qu'a insisté le ministre australien, il a bien dit que si la consommation avait baissé, c'était sous l'effet de plusieurs mesures qui se conjuguent. Et le paquet neutre est un élément d'une stratégie globale. Mais en soi, si vous voulez, je pense que isolé, il n'aura pas beaucoup d'effets. Il aura de l'effet parce que ça ajoute, si vous voulez, à l'arsenal dont disposent les pouvoirs publics contre le tabagisme, ça ajoute un nouveau moyen. C'est vrai qu'il y a quand même cette fonction marketing de l'emballage qui peut jouer auprès des jeunes notamment. Oui, mais si vous voulez, c'est vrai, mais les gens s'adaptent. C'est-à-dire que quand on va voir le paquet neutre pour la première fois, ça va être un peu bizarre. Et puis après, on va adapter ses comportements. C'est ce qui se passe avec le tabac. Toutes les mesures ont un effet à court terme. Ensuite, les habitudes changent. Les gens intègrent le nouveau contexte, si vous voulez, de la consommation, le nouveau prix, la nouvelle apparence, et la consommation repart un petit peu. Et il faut à nouveau une nouvelle mesure pour la faire baisser. Ça baisse un petit peu en escalier. Ça a beaucoup baissé la consommation après les années 2000. On est passé de près de 100 000 tonnes à 65 000 tonnes environ de tabac. Après, ça a stagné. Ça rebaisse en ce moment, 2013-2014. Voilà, c'est des efforts continus de palier en palier pour faire un petit peu baisser cette consommation. Il faut, c'est vrai, viser les jeunes. C'est-à-dire que toutes les études montrent que plus on commence tard, plus on arrête tôt. Et plus on commence tôt, plus on arrête tard. Donc c'est vrai que l'entrée dans le tabagisme est très importante et que si on commence tôt, on est plus sensible aux effets d'addiction. C'est-à-dire que l'accoutumance vient d'autant plus vite, quelques bouffées suffisent, plus on est jeune, enfin quand on est jeune. Donc il faut effectivement retarder cet âge d'entrée dans le tabagisme et c'est un petit peu l'enjeu de ce train de mesure. C'est ça, plus le prix, plus les campagnes. Justement, le prix, la hausse des prix, c'est pas plus efficace finalement que ce paquet neutre ? La hausse des prix est... On voit que ce qui a changé, par exemple, c'est les gros fumeurs. C'est les gens qui fumaient beaucoup de cigarettes, en fument un peu moins. Bon, donc peut-être un petit peu sous l'effet des hausses des prix. Et puis on ne peut pas à la fois dire que c'est nuisible pour la santé et puis faire que ce soit quelque chose d'accessible, pas cher, qu'on puisse acheter. Donc je pense que ça fait partie aussi de la stratégie globale de signal, d'avertissement. C'est-à-dire à travers le paquet ou à travers le prix, on signale aux gens que c'est dangereux. Ils reçoivent le signal, ils modifient leur comportement, ils se relâchent, on envoie de nouveaux signaux. Voilà, c'est une stratégie à long terme qu'il faut avoir. Il ne faut pas faire un coup. Il faut avoir une stratégie, si vous voulez, cohérente sur le long terme pour réduire un petit peu ce qui est un fléau pour la santé publique à la première cigarette. C'est pas comme l'alcool. L'alcool, le premier verre n'est pas dangereux. La cigarette, la première bouffée est dangereuse. Donc il faut réellement empêcher, disons, les jeunes de rentrer un petit peu là-dedans. Après, c'est les effets d'accoutumance qui jouent. C'est vrai que le paquet neutre permet aussi d'enlever toute indication qui laisserait penser que certaines marques sont moins nocives
que d'autres pour la santé? Oui, alors effectivement, il peut y avoir un effet de communication, mais cela étant, vous savez, l'effet de communication, 100% des gens qui fument savent qu'il ne faut pas fumer. Hein. Donc c'est aussi d'autres facteurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a un effet d'addiction, hein, c'est qu'on ne peut pas arrêter. On est réellement, il y a une accoutumance physique et psychologique au tabac, et donc il faut encore une fois jouer un petit peu sur tous les tableaux, la communication, mais aussi l'éducation, mais aussi l'économique, le prix, mais aussi l'environnement social, la pression sociale. Par exemple, on voit bien que je regarde souvent des vieilles émissions de Bernard Pivot à la télé, apostrophe, tout le monde fumait sur le plateau. Les gens fumaient sur le plateau. On voit plus ça. Bon, donc voilà, la pression sociale est aussi extrêmement importante pour changer un petit peu cette habitude. Jouer sur les incitations, jouer sur l'éducation, c'est un petit peu ça la stratégie. Eh bien, merci beaucoup Claude Le Pen d'avoir été notre invité ce soir. Le livret A va-t-il rester le placement préféré des Français? Son taux sera abaissé à 0,75% le 1er août contre 1% actuellement. Un nouveau plancher historique. Le ministère des Finances a suivi la recommandation de la Banque de France en raison de la faiblesse de l'inflation. Les banques grecques ont ouvert ce matin après 3 semaines de fermeture. Les restrictions et les contrôles de capitaux restent cependant en place avec un plafonnement des retraits d'argent liquide à 60 € par jour et une limitation drastique des paiements vers l'étranger. 24h Sénat, tout de suite le débat. Dernier barreau d'honneur du Sénat sur le projet de loi sur le dialogue social. Comme prévu, les sénateurs sont revenus sur la création des commissions paritaires régionales, même si l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Flora Sauvage. C'est le point d'achoppement au Sénat. Dans son projet de loi sur le dialogue social, le gouvernement veut créer des commissions régionales paritaires. Objectif : permettre aux 4,6 millions de salariés des TPE d'être représentés. Il est très important que les employés soient représentés dans leur région. Et si on ne l'oblige pas dans un texte, si ce n'est pas inscrit, ça ne se fera pas automatiquement. C'est ainsi. Ces commissions régionales paritaires auront un rôle de médiation et un droit d'accès aux locaux de l'entreprise. Un point qui ne passe pas au Sénat. La majorité sénatoriale y voit une ingérence des syndicats dans les toutes petites entreprises. Il y a de nombreux chefs d'entreprise pour qui le dialogue social, il se fait au quotidien. Dans une entreprise de 2, 3, 4 salariés, moi je peux vous dire que j'en connais bon nombre dans Lyon qui en réalité s'occupent des histoires de logement, des histoires administratives, qui font le maximum pour aider leurs salariés. Il ne s'agit pas d'être contraignant, comme là le projet de loi l'entend. Donc c'est pour ça qu'au Sénat, la Commission des affaires sociales a supprimé cet article 1er. Cet après-midi, le Sénat a fait disparaître du texte ces commissions régionales paritaires, une disposition déjà supprimée en première lecture, un barreau d'honneur pour les sénateurs, car c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir sur ce plateau. Marie-Lise Léon, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale de la CFDT. Merci d'être avec nous. J'accueille également Antoine Fouché. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint au MEDEF en charge des questions sociales. Merci d'être avec nous. Jean-Pierre Crouzet, président de l'UPA, est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir à tous les trois. Alors le texte arrive à sa fin. Il devrait être voté d'ici la fin de la session extraordinaire du Parlement. Marie-Lise Léon, que retenez-vous de cette réforme du dialogue social? A-t-elle atteint ses objectifs initiaux? Alors pour la CFDT, il y avait un certain nombre d'objectifs, 3 objectifs. D'une part, que tous les salariés aient droit à une représentation, simplifier et améliorer l'efficacité du dialogue et puis reconnaître les parcours syndicaux. Donc les objectifs sont partiellement atteints pour la CFDT. Oui. Qu'en est-il du MEDEF? On dit que ce texte ne satisfait pas du tout le patronat, Antoine Fouché. Oui, nous considérons que c'est une occasion manquée parce que autant dans la négociation, nous avions essayé d'aller assez loin avec un texte très ambitieux qui refondait le dialogue social sur une logique de confiance en simplifiant drastiquement le mode d'organisation et en donnant plus d'informations aux organisations syndicales. Autant là, on est dans l'aménagement, dans le rafistolage un petit peu. Il y a des simplifications, il y a aussi des complexifications. Donc pour nous, le sujet n'est pas clos et il faudra le remettre sur le métier dans les mois ou les années qui viennent. Jean-Pierre Crouzet, effectivement, sur cette question de la simplification des règles, est-ce que finalement le projet de loi Rebsamen crée un nouveau millefeuille social? Écoutez, on va attendre la dernière décision des députés pour voir ce qu'il y en a. Vous savez que nous sommes attachés au dialogue social, que nous le pratiquons à travers les commissions paritaires. C'est ce que nous avons toujours soutenu pour nous, cette importance de discussion, sans pour autant faire de l'ingérence dans les entreprises. C'est un point sur lequel nous sommes très attachés. Dialogue, oui. Ingérence, non.
Ingérence, c'est-à-dire avec ces fameuses commissions paritaires régionales supprimées par le Sénat? Ces fameuses commissions paritaires, nous les avons. Nous savons ce qu'elles peuvent apporter, ce qu'elles ont apporté, comment elles fonctionnent. Par contre, nous nous opposons totalement à l'ingérence dans les entreprises à travers ces commissions. Est-ce qu'il y a une ingérence dans les entreprises à travers ces commissions? Absolument pas. Non, absolument pas. D'ailleurs, on est en désaccord avec l'UPA sur ce point. Les représentants du personnel pour les salariés des très petites entreprises vont d'abord se réunir en commission. Ils auront la possibilité de rencontrer les salariés avec l'autorisation des employeurs. Donc, à partir du moment où on considère que rencontrer les salariés, c'est faire de l'ingérence, je pense que c'est une mauvaise base pour le dialogue social. Antoine Fouché, sur... Non, sur ce sujet, autant dans la négociation, là encore, on avait pu considérer que, à certaines conditions, si les commissions territoriales étaient là pour rendre du service aux employeurs et aux salariés, apporter du conseil, apporter des informations, c'était intéressant qu'il y ait quelque chose comme cette base de données de services et de conseils pour les TPE, parce qu'il n'y a pas de raison que les salariés et les chefs d'entreprise soient privés de ce service. Autant là, on est très loin de la logique de l'accord, puisque, je rejoins Jean-Pierre Crouzet sur ce point, on est dans une logique d'ingérence, puisque les salariés, les représentants pourront rentrer dans les entreprises, et le garde-fou qui a été mis avec l'autorisation express de l'employeur, on sait très bien que la jurisprudence pourra peu à peu le détricoter, et donc on a mis le doigt dans l'engrenage, et nous considérons dès lors que ce texte, sur ce point-là, est très mauvais. Ouais. Quand vous voyez finalement ce texte tel qu'il est en cours d'examen par le Parlement, ça ne vous fait pas regretter finalement les négociations qui ont échoué? Ça aurait peut-être été mieux si patronat et syndicats avaient pu se mettre d'accord sur ce texte. Ce que nous voyons, c'est que le texte sur lequel nous aurions pu peut-être avoir un accord, mais c'est très difficile de refaire l'histoire, était beaucoup plus ambitieux que le projet de loi. Et donc évidemment, dans ces cas-là, on se pose des questions sur valait-il mieux et céder un petit peu plus dans la négociation pour in fine se retrouver avec un texte beaucoup plus intéressant pour les entreprises. Après, il y a eu cette négociation-là. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. On n'était pas condamné non plus à avoir un texte au rabais de la part du gouvernement. Donc, nous n'avions pas toutes ces données. Peut-être que si nous avions su que le gouvernement allait faire un texte aussi mi-chèvre, mi-chou et inabouti, les choses se seraient passées autrement dans la négociation. Mais c'est très compliqué de refaire l'histoire. Un texte au rabais, Jean-Pierre Crouzet, vous partagez ces sentiments? S'il y a quand même des points positifs, des avancées pour oui, non, mais je regrette toujours qu'on ne puisse pas trouver un accord entre partenaires sociaux et qu'on laisse le gouvernement légiférer sur ce que nous pouvons faire. Nous avons le recul de plus de 10 ans d'expérience de ces commissions paritaires, ce qu'elles apportent en tant que telles. Donc, nous avions même demandé à ce qu'elles puissent être étendues aux entreprises jusqu'à 50 salariés, enfin jusqu'à 49 en tant que telles. Donc, nous n'avons pas été entendus, ça se limite à 11 aujourd'hui. Donc nous sommes dans cette représentativité des salariés de toute taille d'entreprise en tant que telle, mais restons sur ce qui fonctionne. Alors qu'on a toujours, malheureusement par principe, lorsque le gouvernement légifère, d'apporter du plus qui est nuisible à l'intérêt que l'on recherche. Donc c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas être d'accord. Donc nous disons oui, concertation, effectivement, à toute taille d'entreprise, pour le développement de la culture, le développement des loisirs, tout ce qui peut être apporté sur les TPE en particulier, mais l'ingérence, absolument pas. Marie-Lise Léon, est-ce que vous aussi, je vous pose la même question qu'Antoine Fouché, ça vous fait pas regretter un petit peu l'échec des négociations quand vous voyez ce qui reste dans le projet de loi finalement? Oui, on peut toujours regretter de ne pas s'être mis d'accord sur un sujet comme le dialogue social. Après, je pense qu'il ne faut pas refaire l'histoire. Avec les filles, on met pareil en bouteille, comme on dit. On a eu un moment où on aurait pu se mettre d'accord. Je pense que les divergences étaient extrêmement fortes. On a réussi à converger sur un certain nombre de points. Sur la question de l'organisation des temps de consultation dans les entreprises, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pouvoir donner un dialogue plus utile et plus efficace. Après, c'est sûr que considérer qu'il y a de l'ingérence à partir du moment où il y a des représentants du personnel, c'est dommage. Et ça nous donne peut-être aussi un signal comme quoi on n'était pas mûr entre partenaires sociaux pour avoir un accord. Donc le gouvernement a repris le relais. Est-ce qu'il y a des motifs quand même de satisfaction dans ce projet de loi? Il y a effectivement des motifs de satisfaction. Si les commissions TPE existent demain, ça sera déjà une grande avancée pour enfin la représentation de tous les salariés. Il y a également des avancées sur les administrateurs salariés, sur la reconnaissance des parcours syndicaux.
voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont positives, d'autres qui nous inquiètent encore, comme la question des moyens pour les représentants du personnel qui ne sont pas encore clarifiés. Oui, Antoine Fouché, est-ce qu'il y a quelques motifs de satisfaction pour le MEDEF dans ce texte? Oui, il ne faut pas caricaturer. Il y a des motifs de satisfaction. J'en citerai 3. La première, on réduit considérablement le nombre de réunions obligatoires. Donc il faut le dire aux chefs d'entreprise. L'année prochaine, il y aura 3 réunions obligatoires et non plus 17. Le nombre de consultations obligatoires, avec un certain nombre de réunions qui disparaissent aussi. Donc ça va permettre de fluidifier, de simplifier. On a le CHSCT qui est intégré à la DUP, la délégation unique du personnel. C'est un peu technique, mais concrètement, ça veut dire qu'il y aura des consultations plus concentrées sur l'essentiel pour toutes les entreprises de moins de 300 et on pourra, par la négociation, étaler un petit peu le calendrier de négociation, notamment sur les négociations annuelles obligatoires concernant les salaires. Très concrètement, chef d'entreprise, avec ce texte, pourra négocier ses salaires tous les 3 ans et non plus tous les ans avec au-dessus de 50 salariés. Donc, ce serait de mauvaise foi, que de dire qu'il n'y a rien de bon dans ce texte pour les entreprises. Oui, est-ce que pour l'UPA, c'est la même chose, Jean-Pierre Crouzet? Quelques avancées je viens de partager vraiment ce qui se fait. Je reviens à ces commissions en tant que telles, qui ont l'expérience, l'agriculture, l'artisanat, les professions libérales qu'ils mettent en place, et que c'est véritablement dommage que nous n'ayons pas abouti à cette reconnaissance pour les raisons que je fixais. La ligne, mais pas la ligne jaune dépassée. Donc c'est un point qui est très important. Et puis j'en profite pour dire qu'également, il y a un autre sujet sur lequel je regrette, alors qui n'est pas là dans le cas des partenaires sociaux, mais qui est l'apprentissage en tant que tel, où j'avais demandé, l'UPA avait demandé en particulier, que la période d'essai soit rallongée à 6 mois. Nous n'avons pas été entendus. Elle a été allongée sur la période de l'absence de l'apprenti. Mais si je prends l'exemple au 1er août, de l'embauche d'un jeune dans une entreprise, on est incapable de lui dire quelle sera sa durée de période d'essai. Je vous propose d'écouter François Rebsamen, ministre du Travail, qui était dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi et qui a justement défendu ces commissions paritaires régionales. On l'écoute. Je crois qu'il n'est pas possible de se satisfaire d'une situation où 4,6 millions de salariés sont exclus du dialogue social. Mon ambition, celle du gouvernement, mais c'est que tous les salariés et tous les employeurs bénéficient d'un dialogue social de qualité qui traite les enjeux de l'entreprise. Dans cet hémicycle, certains ont affirmé que le dialogue social se faisait de façon naturelle dans les très petites entreprises. Moi, je ne doute pas que les employeurs des très petites entreprises échangent quotidiennement avec leurs salariés, mais ma conviction profonde est que le dialogue social a besoin, pour être pertinent et efficace, d'une structuration minimum et d'enceintes dédiées. On arrive bientôt au terme de ce débat. Marie-Lise Léon, est-ce que vous pensez que ce projet de loi va permettre de créer de l'emploi ?